Alform, Patrick Iso, bonjour. Cryptographie, introduction au PKI et à la cryptographie. Nous allons voir dans ce module le rôle des PKI, leur utilisation en entreprise et leurs différentes composantes. Je vous parlerai aussi en détail des technologies de cryptographie, entre autres de chiffrement symétrique et asymétrique, et de notre composant essentiel clé, les certificats. Et nous mettrons tout ceci en pratique à travers du chiffrement des fichiers EFS. Quel est le rôle d'une PKI, Public Key Infrastructure ou infrastructure de clés publiques, dans une entreprise? Vous fournir en fait tout un ensemble de technologies de cryptographie, une sorte de boîte à outils de cryptographie que vous allez associer à vos applicatifs ou à vos services pour pouvoir sécuriser votre environnement informatique. Cette boîte à outils va vous fournir de la confidentialité, chiffrement, vous assurer que les données ne soient pas lisibles par des personnes non autorisées, de l'authentification de vos utilisateurs et de vos ordinateurs, et de l'intégrité, vous assurer que les données n'ont pas été modifiées. Beaucoup d'exemples d'utilisation de PKI en entreprise sur des fichiers, c'est les technologies EFS et BitLocker de Microsoft, sur de l'authentification de pilotes, ActiveX, Macro ou Script PowerShell, sur de la sécurisation de sites web avec SSL, sur de la sécurisation de vos connexions à votre réseau entreprise, connexion VPN ou Wi-Fi, sécurisation aussi de trafic interne avec IPsec, authentification forte si vous les associez à des cartes à puce, et sécurisation de mails pour pouvoir signer, chiffrer vos mails. Beaucoup d'autres applications de PKI aussi possibles en entreprise. Dans les composantes de mon architecture PKI, je vais donc retrouver deux composantes essentielles. La boîte à outils de cryptographie avec ses algorithmes mathématiques et ses certificats. Et une autre composante que nous aborderons dans le module suivant, les autorités de certification qui s'occuperont de la gestion au quotidien de nos certificats. Inscrire des certificats, les stocker et éventuellement les révoquer. Revenons donc sur la première composante, la cryptographie, la boîte à outils cryptographique. Je peux faire en premier du cryptage symétrique avec cette boîte à outils. Qu'est-ce que le cryptage symétrique? Le cryptage symétrique va utiliser un algorithme mathématique et une clé qui permettra de faire varier le résultat de cet algorithme. Algorithme mathématique, parmi les plus connus, on dispose du DES, triple DES ou AES. Peut-être avez-vous déjà entendu ces termes. Et la clé, sur 128 ou 256 bits, qui permettra de faire varier le résultat de l'algorithme mathématique. La clé devra être transférée entre les deux parties qui cryptent et qui décryptent de façon sécurisée. Donc il vous faudra déjà une moyenne de communication déjà sécurisée pour assurer le transfert sécurisé de votre clé symétrique. Essayons de voir ou de revenir sur ce fonctionnement à travers un exemple un peu plus concret. Imaginons que je souhaite envoyer un message à mon utilisateur Bob, un simple message, et je vais utiliser un algorithme qui sera de décaler les lettres de ce message dans l'alphabet de 3 positions. Donc 3 sera bien ma clé symétrique. Je veux décaler chacune des lettres de mon message bonjour de 3 positions dans l'alphabet. Est-ce que vous voyez ici quel est l'algorithme et quelle est la clé? Donc on a dit l'algorithme c'était décaler, un algorithme simple, c'est de la pure pédagogie, et la clé 3 de 3 positions. Donc je pourrais décaler de 3, c'est ce que je vais faire ici, mais la prochaine fois que j'envoie un message, je pourrais décaler de 6. À nouveau, la prochaine fois que j'envoie un message, je pourrais décaler de 12. Donc chaque fois que je vais envoyer un message, je vais tirer une clé aléatoire symétrique qui me permet de faire varier le résultat de mon algorithme. Donc appliquons ce décalage à mon message. Je décale d'abord la lettre B de 3, puis la lettre suivante et la lettre suivante, et j'obtiens ainsi un message qui est complètement chiffré. Je l'envoie ensuite à mon utilisateur Bob, qui va utiliser la même clé de chiffrement,
pour décaler en sens inverse chaque lettre du message et d'en retrouver ainsi le message en clair déchiffré. Donc j'ai bien utilisé un algorithme mathématique, ici pour l'exemple un décalage de lettres, une clé symétrique, ici pour l'exemple 3, et la clé sert au chiffrement et au déchiffrement, et elle doit être transmise à l'aide d'un moyen de communication qui est déjà sécurisé. Je pourrais aussi faire du chiffrement asymétrique. Dans ce cas-là, il vous faut plus ou il vous faut des composantes supplémentaires. Première composante supplémentaire, un certificat. Qu'est-ce qu'un certificat? C'est un fichier numérique qui va contenir des infos d'abord en clair. Ici, le propriétaire du certificat, l'utilisateur Bob. Le propriétaire pourrait être aussi une machine. Et d'autres infos en clair, comme l'usage que je vais faire des clés du certificat et la durée de vie du certificat. Les certificats disposent d'une durée de vie limitée. Le certificat va contenir également une première clé, ce que l'on appelle la clé publique. Elle est dans le certificat, avec le certificat, la clé publique de l'utilisateur Bob. Et une autre clé, la clé dite privée cette fois-ci, qui va être stockée à l'extérieur du certificat. En règle générale, le stockage se fera sur votre ordinateur, dans un emplacement protégé de votre ordinateur. Je disposerai bien donc de deux clés, une clé publique dans le certificat et une clé privée associée. Et très important, je disposerai aussi d'un lien mathématique de 1 à 1 entre ma clé privée et ma clé publique. Ça signifie qu'entre la clé publique de Bob et sa clé privée, j'ai un lien mathématique particulier de 1 à 1. Ce qui sera chiffré avec la clé publique de Bob ne pourra être déchiffré qu'avec la clé privée correspondante de Bob. Reprenons ou appliquons ce cryptage symétrique toujours à mon envoi de message à Bob. Donc je dois utiliser, pour envoyer mon message bonjour à Bob, je dois utiliser dans son certificat sa clé publique. Donc je vais aller chercher le certificat de Bob, ou Bob va m'envoyer son certificat qui contient sa clé publique. Et je vais utiliser cette clé publique pour chiffrer le message. J'envoie ensuite le message à Bob. Et Bob, inversement, va utiliser sa clé privée pour déchiffrer le message. Rappelez-vous que c'est possible grâce au fameux lien mathématique de 1 à 1 entre sa clé publique et sa clé privée. Comparons maintenant les deux types de cryptage. Est-ce que je vais faire du cryptage symétrique, qui est beaucoup plus rapide? J'utilise qu'une seule clé de petite taille, mais par contre qui requiert une communication déjà sécurisée pour l'échange de cette clé. Le terme symétrique d'ailleurs vient du fait que je n'utilise qu'une seule clé, c'est la même clé qui chiffre et qui déchiffre. Ou est-ce que je vais faire du cryptage asymétrique où là j'utilise deux clés, une pour chiffrer et une autre pour déchiffrer. La publique pour chiffrer, la privée pour déchiffrer. Le cryptage symétrique serait plus lent. Deux clés, public et privé, un certificat, beaucoup plus de données à manipuler et des clés surtout de taille beaucoup plus importante à manipuler. Et par contre, ce type de cryptage serait totalement sécurisé. Donc lequel utiliser en entreprise? Du symétrique, où j'ai la rapidité mais moins de sécurité, ou de l'asymétrique, qui est totalement sécurisé, mais qui est beaucoup plus lent. En fait, c'est une question piège, puisque quel que soit l'applicatif ou le service, le système utilisera toujours une combinaison du cryptage symétrique et asymétrique. Vous combinerez toujours les deux types de cryptage. Vous utiliserez le symétrique pour crypter vos données, votre paquet binaire, en fait, qu'il s'agisse d'un applicatif, de données qui circulent sur un réseau ou d'un simple fichier, seront cryptés asymétriques pour la rapidité. Et par contre, pour sécuriser la clé symétrique, là, je passerai par de l'asymétrique. Donc l'asymétrique me servira simplement à chiffrer et déchiffrer ma clé symétrique. Je vais chiffrer en symétrique pour la performance et je vais protéger la clé symétrique
en asymétrique. Donc pour bien comprendre ça de manière plus concrète ou plus claire, revenons sur notre exemple pratique d'envoi d'un message de moi-même vers Bob. Donc je vais chiffrer d'abord mon message en symétrique pour la performance. J'applique toujours ma même clé symétrique de 3. Et je vais protéger la clé symétrique, cette fois-ci, en asymétrique. Donc je vais aller chercher dans le certificat de Bob sa clé publique, et à l'aide de sa clé publique, je vais chiffrer donc la clé symétrique. Une fois que c'est fait, je peux envoyer les deux à Bob, et Bob, inversement, pour déchiffrer cette clé symétrique, va utiliser sa clé privée, et avec sa clé privée, il va pouvoir déchiffrer la clé symétrique. Donc c'est possible, rappelez-vous, grâce au lien mathématique particulier de 1 à 1 entre sa clé publique et sa clé privée. Une fois qu'il a déchiffré la clé symétrique, il va pouvoir, avec cette clé symétrique, déchiffrer également le message. Donc ici, je chiffre en symétrique pour les perfs et je protège la clé symétrique en asymétrique. Je vous propose de voir ça de manière encore plus concrète avec le cryptage Microsoft EFS, Encryption File System. Donc EFS permet le chiffrement de fichiers ou de dossiers sur votre machine. EFS est rapide et performant parce qu'il est intégré directement au noyau NTFS du système. Il va combiner bien sûr cryptage symétrique et asymétrique. Symétrique pour la performance et asymétrique pour sécuriser la clé symétrique. Il va être transparent, l'utilisateur ne manipulera pas de certificat ou n'effectuera pas d'action de cryptographie, c'est le système qui va s'en charger pour lui. Et l'utilisateur disposera par contre d'un contrôle visuel, les fichiers cryptés apparaîtront en vert. Comment ça fonctionne? Lorsqu'un utilisateur dispose d'un document, ici un document confidentiel, et qu'il souhaite le chiffrer. Donc l'utilisateur va demander à chiffrer son document et le système va générer une clé aléatoire symétrique pour le chiffrement du document. Je reprends toujours mon 3, ma clé symétrique. Cette clé symétrique sera stockée directement dans l'entête du fichier et sera appliquée au document pour le chiffrement. La deuxième étape, maintenant, c'est de sécuriser cette clé symétrique, de sécuriser cette entête. Donc on va le sécuriser en asymétrique. Le système ira chercher la clé publique de l'utilisateur. Et à l'aide de cette clé publique, il va chiffrer ici ma clé symétrique. Lorsque l'utilisateur souhaitera déchiffrer son document, c'est-à-dire au moment de l'ouverture du document, le système ira récupérer la clé privée de l'utilisateur. Et à l'aide de cette clé privée, il déchiffrera l'entête symétrique, la clé symétrique qui se trouve dans l'entête. Une fois que votre clé symétrique ici est déchiffrée, le système l'utilisera pour déchiffrer le document lui-même. Je vous propose de passer à l'application pratique, le chiffrement de fichiers EFS. Pour notre application pratique EFS, je dispose d'une machine en workgroup sur laquelle je suis connecté en tant qu'administrateur. C'est une machine Windows 8.1 et on va passer dans gestion de l'ordinateur pour vérifier la création de 3 comptes utilisateurs, U1, U2 et U3, membres du groupe utilisateur, de simples utilisateurs. Ces utilisateurs nous permettront d'effectuer des tests EFS. Et j'utiliserai aussi un autre compte, le compte administrateur intégré, qui lui fait partie bien sûr du groupe administrateur de la machine. Autre élément de test, un dossier précréé sur mon disque C, test EFS, qui est vide et que j'utiliserai pour stocker des fichiers que nous allons crypter en EFS.
Autre point important aussi sur ce dossier, j'ai modifié les propriétés NTFS pour accorder un accès complet aux utilisateurs authentifiés. Contrôle total. Donc là, l'idée, c'est d'être sûr que si on est bloqué sur des accès de fichiers, ça ne puisse pas provenir d'NTFS. Ce sera forcément un problème EFS, de cryptage, de certificats et de clés. Je vais aussi créer une console MMC, très important, ce dernier point, console MMC, dans lequel je peux rajouter un composant affichable, composant certificat. Ce composant vous permet de voir de manière tout à fait concrète les certificats dont vous disposez en tant qu'utilisateur, en tant que compte de service ou en tant qu'ordinateur. C'est ce qu'on appelle le magasin de certificats. Je vais le rajouter d'abord pour l'utilisateur et je vais le rajouter une deuxième fois pour le compte de mon ordinateur. Ordinateur local de la machine. Donc cette console, que je vais immédiatement enregistrer sur le bureau, on y reviendra plusieurs fois, me permet de voir les certificats utilisateurs aux machines. Je vais l'appeler certificat in. Je l'enregistre sur le bureau. Si j'essaie de vérifier les certificats dont dispose l'utilisateur, pour mon dossier personnel, vous voyez qu'il n'y a rien. Même chose côté ordinateur, ces dossiers sont vides. Pas de certificat. Les certificats seront auto-générés au moment où je crypterai mon premier fichier EFS. Essayons. Donc, toujours en tant qu'admin, je vais créer un premier document, le document de l'administrateur, admin, docadmin, avec un contenu, bien sûr. EFS protège la confidentialité de vos documents, le contenu. Et comment procède-t-on pour crypter? Très simple, c'est transparent, on a dit. Je passe dans les propriétés du fichier, les propriétés avancées, et là, il suffit de cocher chiffrer le contenu pour sécuriser les données. Lorsque vous validerez, c'est la première fois que vous le faites, une petite question, qu'est-ce que je veux chiffrer? Est-ce que je veux chiffrer tout le dossier, ce qui bloquerait l'accès aux autres utilisateurs, ou chiffrer que mon fichier uniquement? Donc on va dire je veux chiffrer que mon fichier pour pouvoir faire des tests. Toujours chiffrer ce fichier uniquement pour qu'on ne nous pose plus la question. Quand vous faites ça, on voit qu'il y a eu génération de certificats et de clés. On nous propose de les sauvegarder, on le fera plus tard. Et de manière très visuelle aussi, je vois que le document est passé en vert. Donc je sais visuellement qu'il est crypté. Vérifions ce qui s'est passé dans les dossiers de certificats, rien côté machine. Mais si je vérifie dans le magasin de certificats personnels de l'utilisateur, j'actualise. Là, un dossier certificat apparaît et j'ai bien un premier certificat associé à mon utilisateur. Donc on va l'ouvrir, double-clic, ouvrir. Et on va pouvoir vérifier à quoi ressemble concrètement un certificat. On a dit qu'on avait des données en clair dans un certificat. Donc je l'ouvre. Je vois que ce certificat est délivré à l'administrateur par l'administrateur. C'est ce qu'on appelle un certificat auto-signé. Plus tard, ils seront délivrés par notre autorité de certification. Et puis, j'ai aussi une date de validité sur le certificat. Ici, si vous êtes observateur, vous voyez que c'est 100 ans. Je peux utiliser ce certificat pour chiffrer pendant 100 ans. Après, il expire. J'ai aussi une clé privée, stockée quelque part de manière sécurisée sur la machine. Et dans le détail, je dois avoir une clé publique associée, forcément, rapport mathématique de 1. Voilà ma clé publique. Donc, elle est lisible totalement. Je vais faire un essai, je la copie et je vais la coller directement dans un document de texte sur le bureau. C'est possible. Je peux la manipuler, je peux la voir. Pas de problème, c'est la magie du cryptage asymétrique. La clé publique peut être distribuée, pas de problème. J'ai aussi un rôle ici, système de fichiers EFS, l'utilisation que vous allez faire de votre certificat. Essayons maintenant de nous connecter avec l'utilisateur U1. Et U1 va procéder de la même manière. Il va créer un fichier et puis il va le crypter sur la machine. Donc la première chose que l'on va faire, c'est
à l'aide de la commande MMC, lui générer aussi une console personnalisée, très important pour qu'on puisse voir ses certificats quand ils seront générés. Donc je rajoute le composant certificat. Et ici, vous pouvez voir que la machine ne me demande pas si c'est un certificat utilisateur, ordinateur ou service. Ça ne peut être qu'un certificat utilisateur. C'est un simple utilisateur. Il ne verra pas les certificats service ou ordinateur. Je l'enregistre sur le bureau. On va la nommer certificat de U1 et je l'ouvre immédiatement pour vérifier si U1 dispose de certificat. Il n'a pas chiffré de fichier UFS, donc pas de certificat pour le moment sur mon U1. Alors allons-y pour le chiffrement. Dans test UFS, je crée un document docu1 avec un contenu, bien sûr. UFS protège le contenu. Et je vais le chiffrer. Bouton droit, propriété, avancer, et je demande à chiffrer le contenu pour sécuriser mes données. Même chose, c'est la première fois, donc on va dire que je chiffre que le fichier et toujours le fichier. Donc le certificat est généré, on me propose de sauvegarder mes clés, il apparaît en vert. Et si j'actualise le magasin de certificats personnels de l'utilisateur, je vois qu'il dispose bien d'un certificat délivré à U1 par U1, avec toujours ma date de validité d'une centaine d'années, une clé privée qui va correspondre dans le champ de détail à une clé publique. Toujours le fameux rapport mathématique de 1 à 1. Et puis l'utilisation du certificat et des clés, ici, pour du cryptage de fichiers EFS. J'enregistre ma console. U1, bien sûr, va pouvoir accéder au contenu de son fichier. Donc ici, la clé privée de U1 a permis de décrypter la clé symétrique, il accède au contenu. Par contre, U1 n'a pas les certificats ou les clés de l'admin, il n'accède pas à la clé symétrique, il n'accède pas au fichier de l'admin. Essayons de voir si l'admin, lui, peut accéder au fichier de U1. Est-ce qu'un administrateur a des droits particuliers avec EFS? Non. L'admin ne dispose pas ni des certificats, ni des clés de U1, même en tant qu'admin. Je fais l'essai ici. Je peux accéder à mon fichier. Ça, c'est OK. Mais je ne peux pas accéder au fichier de U1. Je n'ai pas les clés et le certificat de U1. Alors avant d'aller plus loin, parce qu'on va chiffrer quelques fichiers supplémentaires, ce qui pourrait être sympa, c'est de rajouter un menu contextuel. Je n'ai pas ici, vous voyez, de menu contextuel pour chiffrer ou déchiffrer. On peut faire apparaître ce menu contextuel en modifiant les clés de registre, une clé de registre en particulier. Donc je vais exécuter regedit. Et nous allons modifier une clé de registre particulière pour disposer d'un menu contextuel pour le chiffrement de fichiers plus pratique. Côté machine, software, Microsoft, Windows, current version, ensuite Explorer, menu contextuel sur l'explorateur, et Advanced. Ici, je vais créer une nouvelle valeur des Word 32 bits et il faut que je la nomme exactement, respectant les majuscules aussi, encryption file, non, encryption context menu. Encryption context menu, donc un menu contextuel pour le chiffrement, ça paraît logique. Je la passe à 1 pour l'activer et cette clé va rajouter un menu contextuel. Fait assez exceptionnel, je n'ai pas redémarré ma machine. Exceptionnellement, vous allez le voir, si je clique bouton droit, le menu est déjà là. Je peux déchiffrer un fichier, très simplement. Ou je peux le chiffrer à nouveau. Donc pas de redémarrage malgré qu'il s'agissait d'une clé HKL local machine. Maintenant que je dispose de mon menu contextuel, je vais une dernière fois avec U2 cette fois-ci, chiffrer un fichier.
Donc très simple, j'ai déjà créé pour gagner du temps la console MMC sur le bureau. Je vois que mon utilisateur n'a pas de certificat, il n'a pas encore chiffré. Il va venir dans test EFS créer son fichier. Donc un fichier doc de U2 dans lequel il va stocker ses informations et il va les protéger par un chiffrement EFS. Donc bouton droit chiffrer. Et comme c'est la première fois, il spécifie qu'il veut chiffrer que le fichier, toujours le fichier. Même fonctionnement, on me propose de sauvegarder le certificat et les clés qui viennent d'être générés à la volée. J'ai bien mon certificat U2 dans son magasin de certificats personnels. Il est délivré à lui-même par lui-même. Il a une durée de validité de 100 ans. Il a une clé privée. Il a toujours la clé publique associée. Et l'utilisation de certificats et des clés reste le système EFS. Donc mon utilisateur U2 peut accéder à son fichier, mais il n'a pas les clés certificats pour accéder ni au fichier de U1 confidentialité, ni au fichier de l'admin. Donc nous avons pu voir grâce à EFS de manière un peu plus concrète l'utilisation pratique de certificats et de clés et également de chiffrement symétrique et asymétrique. Qu'avons-nous couvert dans ce module? Entre autres le fonctionnement de la cryptographie et des cryptages symétriques et asymétriques, bien sûr en comprenant que les programmes applicatifs et services utiliseront toujours une combinaison des deux, les composantes d'un certificat, entre autres les clés publiques et privées des certificats, et leur rôle lors de cryptage asymétrique. Et puis nous avons terminé sur une mise en pratique au travers du cryptage de fichiers EFS de Microsoft. Toutes ces notions de cryptographie nous permettront par la suite une implémentation vraiment efficace de notre infrastructure de PKI.